Dossier délicat, votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dossier délicat. Aujourd'hui, nous allons remonter l'une des histoires criminelles les plus complexes, les plus obscures et les plus symboliques du XXe siècle. Une histoire de fascination, de chaos, d'idéologie détournée, de manipulation absolue. Une histoire qui marque la fin d'un rêve et le début d'une longue gueule de bois américaine. L'histoire de Charles Manson et de ceux que l'on a appelés la Manson Family. Avant les meurtres, avant le sang, avant les cris, c'est l'histoire d'un homme qui a passé la moitié de sa vie en prison avant de devenir une icône noire, un symbole d'horreur, mais aussi un miroir déformé de l'Amérique elle-même. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement l'histoire d'un meurtrier ou d'un gourou, c'est l'histoire d'un pays qui, dans les années 60, perd ses repères, perd sa jeunesse, perd son innocence, et voit surgir, dans un décor de fleurs, de LSD et de guitares électriques, un prophète d'opérette qui va précipiter une poignée de jeunes adultes dans la folie meurtrière. Charles Miles Manson naît le 12 novembre 1934 à Cincinnati. Sa mère, Kathleen Maddox, n'a que 16 ans. Elle est instable, souvent ivre, parfois violente. Les archives judiciaires, comme les témoignages familiaux rapportés par Jeff Guinn, dépeignent une jeune femme qui cherche désespérément à fuir la pauvreté, à fuir ses responsabilités et qui navigue d'homme en cherchant un ancrage qu'elle ne trouvera jamais. Le bébé, Charles, n'est pas vraiment désiré. Il est un poids, un fardeau de plus dans une vie déjà chaotique. Les premières années, la famille bouge constamment. Chambre meublée, appartement miteux, porte de bar. Manson, enfant, dort parfois sous les tables pendant que sa mère boit. Une anecdote rapportée par Guinn et reprise dans les récits ultérieurs dit que Kathleen, un soir d'ivresse, aurait tenté d'échanger son fils contre une chope de bière. L'histoire n'est jamais totalement confirmée, mais elle dit quelque chose du climat. L'abandon comme horizon, l'instabilité comme quotidien. Le petit Charles apprend très vite qu'il ne peut compter sur personne. À 9 ans, il est envoyé dans sa première maison de correction. Il y restera peu car il fugue, encore et encore. À chaque fugue, il est rattrapé, renvoyé dans un établissement plus strict. C'est un enfant hyperactif, impulsif, dominateur avec les autres jeunes, mais craintif face aux adultes. Il n'a pas de repère affectif stable. Il apprend que pour survivre, il faut manipuler, séduire ou terroriser. Certains éducateurs écrivent dans leur rapport que le jeune Charles a, je cite, une capacité exceptionnelle à convaincre les autres enfants de commettre les actes punissables à sa place. Ce qui lui permet d'éviter régulièrement les sanctions. Déjà, il teste ce qui deviendra son talent principal, l'influence. À 13 ans, il vole un pistolet. À 14 ans, il agresse un autre adolescent. À 15 ans, il est transféré à un centre plus sévère encore. Les violences se multiplient, les abus aussi. Manson est victime, parfois bourreau, toujours dans un entre-deux où il cherche à dominer pour ne pas être dominé. Il y forge une vision du monde simple, avant qu'on te fasse du mal, fais du mal. Une logique de survie, mais aussi une logique de pouvoir. Un jour, dans un entretien avec un éducateur, il dit cette phrase « Prison is my home ». La prison comme foyer, comme matrice, comme identité. Tout est dit. À 17 ans, il est enfin libéré, mais il vole une voiture, repart en cavale. Arrestation, retour en détention. Dans les années 50, l'Amérique se reconstruit, mais Manson ne voit jamais rien de tout cela. Il est derrière les barreaux. Il le lit, beaucoup, principalement deux types d'ouvrages, des livres religieux, la Bible en particulier, et des manuels de manipulation, dont celui qui va l'obséder, Comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie. Un livre qui enseigne l'écoute, la séduction sociale, l'empathie stratégique. Manson le lit comme une grille tactique. Il mémorise des méthodes, flatter l'autre, être le miroir de ses envies, repérer les failles, souffler ce que l'autre veut entendre, construire un lien de dépendance.
À cette même époque, il apprend à jouer de la guitare. Il se passionne pour la musique folk. Il imite Bob Dylan, Woody Guthrie. Il se rêve en poète des routes. À sa sortie de prison en 1967, Manson n'a connu que très peu la liberté. Mais il croit sincèrement qu'il peut devenir une star. Et il croit aussi qu'il a appris, en prison, comment influencer les gens. Il débarque à San Francisco. C'est un timing parfait pour quelqu'un comme lui. Les rues sont pleines de jeunes fuyant l'ordre établi, fuyant les universités, fuyant la guerre du Vietnam. Ils cherchent un guide, une vision, un sens à donner à la rupture totale avec leur famille. Les drogues hallucinogènes circulent à bas prix. Les concerts sont improvisés dans les parcs. Manson comprend immédiatement le potentiel. Dans un monde où les repères traditionnels volent en éclats, un homme qui affirme détenir la vérité peut devenir un prophète. Il joue de la guitare dans les parcs, entonne des mélodies hypnotiques, regarde les jeunes avec intensité, leur parle comme s'il les connaissait depuis toujours. Plusieurs jeunes femmes se laissent séduire. Mary Brunner est la première. Elle est suivie par Lynette Squeaky Fromm, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins. La plupart sont vulnérables, en rupture avec leur famille, en quête d'un sens existentiel. Avec elle, Manson élabore les premiers mécanismes de contrôle, l'abandon de l'identité personnelle, l'abandon des possessions matérielles, l'abandon de la pudeur. Il encourage l'amour libre, mais dans une optique très hiérarchisée. Les femmes sont disponibles pour lui, puis pour les autres si cela renforce sa domination. Manson devient le centre absolu du groupe. En 1968, grâce à l'influence que les jeunes femmes exercent sur George Spahn, un vieil homme aveugle de 80 ans, la communauté s'installe au Spahn Movie Ranch, un ancien décor de western. Les filles s'occupent du vieillard. Elles le flattent, le massent, l'accompagnent dans ses déplacements. En échange, il laisse la famille s'installer. Le ranch devient un microcosme, un royaume. Manson en est le roi. Les journées sont longues, rythmées par des travaux domestiques, des discussions, des consommations massives de LSD, des séances de sexe collectif qui servent à briser les inhibitions, mais Manson ne consomme presque jamais le LSD avec ce groupe. Il reste lucide, il doit guider, surveiller, interpréter. Il distribue le LSD comme un rite, un poison contrôlé. Et sous LSD, il parle durant des heures, mélangeant la Bible, les philosophies orientales, dont il ne comprend souvent que des fragments, et ses propres fantasmes apocalyptiques. C'est à cette époque qu'il découvre le White Album des Beatles. Et là, quelque chose bascule. Manson croit, ou prétend croire, que les Beatles lui envoient des messages secrets, que certaines paroles cachent une prophétie. Le titre Helter Skelter, qui désigne un toboggan en spirale dans les fêtes foraines anglaises, devient pour Manson le symbole d'un chaos imminent, une guerre raciale totale entre les Noirs et les Blancs. Selon lui, les Noirs vont se révolter, exterminer les Blancs. Et comme ils ne sauront pas gouverner ensuite, ils viendront chercher Manson, retranché dans un désert où il aura mené sa communauté. Il croit qu'il deviendra alors le leader d'un monde nouveau. Ce délire raciste et délirant, il l'appelle Helter Skelter. Ce mythe devient la doctrine centrale de la famille et l'obsession de Manson. Pour déclencher cette guerre, il faut un acte catalyseur. Il faut provoquer la panique, faire croire à une révolution raciale. Et pour cela, il faut du sang, beaucoup de sang. Le 8 août 1969, Manson donne l'ordre. Il envoie Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Linda Kasabian au 10 050 Cielo Drive, la maison de Roman Polanski et Sharon Tate. Polanski est à Londres. Sharon Tate, enceinte de 8 mois et demi, est chez elle. Avec des amis, Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski et un jeune homme inconnu, Stephen Parent, qui ne faisait que rendre visite au gardien de la propriété. Tex Watson coupe les fils du téléphone. Ils entrent. Ce qui se passe ensuite est d'une horreur absolue. Les témoignages, les photos judiciaires, les reconstitutions montrent une scène digne d'un massacre rituel. Les victimes sont traquées, poignardées, poursuivies jusque dans les jardins.
Sharon Tate supplie qu'on épargne son enfant. Susan Atkins raconte, avant de se rétracter des années plus tard, qu'elle lui aurait dit « I have no mercy for you ». Je n'ai aucune pitié pour toi. Le mot « pig », qui veut dire « porc » en français, est écrit sur une porte avec le sang de Sharon Tate. C'est un message codé dans l'esprit malade de Manson. Le lendemain, le 10 août, un nouveau massacre, les LaBianca. Leno LaBianca, propriétaire d'épicerie, Rosemary LaBianca, sa femme. Tués dans leur maison, poignardés, lacérés. Sur les murs, on lit « Death to pigs »,« Mort aux porcs »,« Rise » et « Helter Skelter ». Le pays est pétrifié. Les journaux parlent d'un massacre sans précédent. Hollywood se barricade. Les stars engagent des gardes du corps. On parle d'un tueur en série, d'un règlement de compte, mais personne n'imagine une secte. Pendant 3 mois, l'enquête piétine. Et c'est par une autre affaire, le meurtre de Gary Hinman, que la police finit par remonter la piste. Susan Atkins, arrêtée dans ce dossier, se confie à des codétenus. Elle raconte tout. Les meurtres de Cielo Drive, les rituels de Manson, les ordres, les motivations, les détenus alertent les gardiens. Et l'enquête se réoriente. Vient alors le procès en 1970. Un cirque, un théâtre, un opéra grotesque. Manson arrive avec une croix gammée gravée sur le front. Les filles, fanatisées, se rasent la tête. Elles se scarifient un X sur le front. Elles chantent dans les couloirs. Elles répètent le discours de Manson. Elles disent « Nous n'avons pas de volonté. Nous sommes une seule personne. Manson est amour. » Le procureur, Vincent Bugliosi, comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple procès pour meurtre. Il s'agit de prouver qu'un homme peut tuer sans jamais toucher une arme. Il doit démontrer l'existence d'une secte, d'un contrôle mental, d'un mécanisme de domination unique. Avec un sang-froid remarquable, Bugliosi reconstitue la pyramide d'influence. Il montre que Manson a choisi les victimes au hasard pour créer la panique, que les meurtres devaient être attribués à des militants noirs, d'où les inscriptions en sang, les couteaux, les scènes d'horreur. Il montre que Manson voulait provoquer la guerre raciale, et il montre surtout que les disciples ont tué pour plaire, pour obéir, pour exister à travers lui. En 1971, les condamnations tombent. Manson, Atkins, Krenwinkel et Watson sont condamnés à mort. Leslie Van Houten, impliqué dans le meurtre des LaBianca, commué à perpétuité. En 1972, la Californie abolit la peine de mort. Les condamnés échappent à la chambre à gaz. Ils passeront le reste de leur vie en prison. Charles Manson ne sortira jamais. Il meurt en 2017, à 83 ans, après presque 50 ans de prison. Il n'a jamais exprimé de remords. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Manson est devenu un mythe, un symbole, un visage sur des t-shirts, une icône pour certains groupes marginaux. Il a inspiré des chansons, des films, des livres, des essais sociologiques. Il est l'incarnation même de la manière dont un mouvement de paix peut engendrer, par un effet pervers, son contraire absolu. La question fondamentale demeure: comment a-t-il fait ? Comment un homme sans argent, sans beauté, sans force physique, sans capital social a-t-il réussi à transformer des jeunes adultes éduqués en assassins dévoués ? Les psychologues parlent d'un mélange de techniques primitives, privation de sommeil, isolement, drogue, humiliation, et d'un charisme construit. Les sociologues disent que Manson a exploité une faille historique, une génération entière en rupture totale avec ses parents, avec les institutions, avec la guerre, avec l'ordre. Les historiens rappellent que les années 60 sont une période de fragmentation sociale extrême, propice aux sectes. Et les survivants, ceux qui ont quitté la famille, disent tous la même chose. Je cite, « C'était comme être hypnotisé. Manson avait un don pour voir nos failles, et il s'y glissait jusqu'à devenir notre seule réalité. Qu'on le veuille ou non, Manson n'était pas un idiot. Il était dangereux, manipulateur, hypersensible aux failles humaines et obsédé par l'idée d'exister. C'est sans doute cela, la clé ultime. Il ne voulait pas seulement être obéi, il voulait être Dieu. Et pendant quelques mois,
dans un ranch abandonné de Californie, il l'a été. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à samedi prochain.